Bonjour, je suis Eva Folgrim. Un jury de 12 personnes décidera du sort de Sean Combs. Les plaidoiries finales commencent demain. Ce sera la dernière occasion pour les avocats des deux parties de s'adresser directement au juré avant qu'ils ne commencent à délibérer pour décider si Combs est coupable ou innocent. Il fait face à 5 chefs d'accusation, complot de racket, 2 chefs de trafic sexuel et 2 chefs de transport en vue de se livrer à la prostitution. Combs a plaidé non coupable à toutes ces accusations. Avant ces plaidoiries finales, les avocats se sont réunis aujourd'hui au tribunal pour une conférence sur les instructions au jury avec le juge. Les procureurs ont abandonné plusieurs allégations contre le magnate de la musique, notamment la tentative d'enlèvement et la tentative d'incendie criminel en tant qu'infraction sous-jacente à l'accusation présumée de complot de racket. Désormais, les procureurs ont présenté au jury 10 actes sous-jacents possibles pour déclarer Combs coupable de complot de racket. Pour condamner, ils doivent être unanimes sur 2 de ces soi-disant actes sous-jacents. Plus tard dans l'émission, en revenant sur le passé de Combs, nous examinerons le parcours judiciaire du magnate de la musique au fil des années. Mais nous commençons avec le chef correspondant d'investigation d'ABC News, Aaron Kantersky. Aaron a été présent dans la salle d'audience tout au long de ce procès. Il nous rejoint maintenant en direct devant le palais de justice de Manhattan. Et Aaron, commençons par cette lettre soumise par les procureurs fédéraux concernant l'accusation de complot de racket. Qu'ont-ils écrit au juge ? C'est probablement l'accusation la plus compliquée à laquelle Sean Combs est confronté. Et c'est un schéma élaboré, que le jury devra examiner pour déterminer s'il va condamner Combs. Et donc, ce que les procureurs fédéraux ont fait dans une lettre adressée au juge, et ce qu'ils font encore maintenant lors de la conférence sur les chefs d'accusation, Eva, c'est d'élaguer un peu leur dossier, pour le rendre aussi simple et direct que possible pour le jury. Ils ont de nombreuses façons de pouvoir condamner Sean Combs. Les procureurs fédéraux sélectionnent juste quelques éléments afin de peut-être simplifier l'affaire, pour ne pas s'enliser. Et le parquet a exposé quelques options pour statuer sur cette accusation de complot de racket. Expliquez-nous les différents chemins qu'ils ont proposés au jury ici. Alors, il y a 10 soi-disant actes sous-jacents. Le jury devrait être unanime pour reconnaître que Combs et d'autres ont conspiré pour commettre 2 de ces actes afin de déclarer Combs coupable de complot de racket. Cela pourrait être un enlèvement impliquant son ancienne assistante, Capricorn Clark. Cela pourrait être un incendie criminel impliquant Kid Cudi et sa Porsche. Cela pourrait être du travail forcé impliquant, son ancienne assistante qui a témoigné sous le pseudonyme de Mia. Cela pourrait être de l'entrave à la justice et la tentative de, acheter le silence de Mia, comme cela est allégué lorsqu'un des gardes du corps de Combs lui aurait proposé de lui donner un petit quelque chose, apparemment pour qu'elle garde le silence sur ce qu'elle avait vu Combs faire, la violence qu'elle a dit avoir vue, contre, l'ex-petite amie de Combs. Donc, les procureurs ont encore beaucoup d'options. Ils en ont retiré quelques-unes, tentative d'enlèvement, tentative d'incendie criminel, tentative d'entrave à la justice, juste pour simplifier un peu les instructions pour le jury. Le jury n'était pas là. Qu'est-il arrivé en salle d'audience ? Il passe en revue, ligne par ligne, chaque page, des instructions que le juge lira au jury. Parce que, la façon dont la loi est interprétée va vraiment dépendre, du juge qui devra l'expliquer. Et ni les procureurs ni les avocats de la défense ne veulent céder le moindre terrain. Donc, ils disent au juge, nous nous opposons à cette phrase, ou à cette clause, ou à cette expression, parce qu'ils veulent non seulement que ce soit clair pour le jury, mais aussi que cela soit peut-être favorable à leur cause. Donc, le juge prend des décisions sur le champ. La charge pourrait faire environ 100 pages. Ils en étaient, à la page 30 environ quand j'ai quitté la salle d'audience pour venir vous parler. Donc, ça va être un long processus. Olana, qu'est-ce qu'on attend de ces plaidoiries finales ? Eh bien, c'est le moment où les procureurs et les avocats de la défense peuvent résumer l'affaire selon leur point de vue. Et je pense, Eva, que pour les procureurs, ils ont présenté un exposé plutôt décousu.
Il y avait Cassie ici, Jane là-bas, entre les deux Kid Cudi, et Mia, et des escortes, et quelques assistants. Et c'est leur chance d'expliquer au jury comment, selon eux, tout cela s'articule pour démontrer que Sean Combs a contraint des femmes à participer à ces marathons sexuels avec des escortes masculins et à utiliser ses employés, ses gardes du corps, ses assistants, pour l'aider à organiser toutes ces rencontres et à les dissimuler au public. Eux, ce sera leur occasion la plus claire d'exposer les faits au jury d'une manière qu'ils puissent comprendre. Et pour la défense, il s'agit de dire, ce n'est pas ce qui s'est passé, ces femmes étaient des participantes consentantes, non pas forcées, et Sean Combs n'a pas dirigé le genre de vaste conspiration criminelle dont on l'accuse. Aaron Kantersky, comme toujours, merci. Analysons ce que cela signifie pour l'affaire avec le collaborateur juridique d'ABC News et avocat plaidant, Brian Bickmire. Il faut qu'on parle de cette accusation de racket. Aaron l'a mentionné, c'est très compliqué et ça semble plus compliqué après ce qu'on a appris aujourd'hui. Explique-nous tout ça. Alors, laissez-moi voir si je peux essayer de simplifier, parce que beaucoup de gens parlent des chefs d'accusation qui ont été retirés. Ce sont certains des actes sous-jacents constitutifs. On parle de tentative d'incendie criminel, de tentative d'enlèvement et de complicité de trafic sexuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de l'incendie criminel quand il s'agit de Kid Cudi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de l'enlèvement quand il s'agit de Capricorn Clark. C'est simplement, est-ce que vous croyez que ça s'est produit? Ou pas? Il n'y a pas de « a-t-il tenté de commettre l'incendie criminel ?» A-t-il tenté de faire l'enlèvement? C'est une question à laquelle on répond par oui ou par non, rien à propos de la tentative. Et c'est parce que la juge Subramanian leur a demandé de simplifier cette affaire pour le jury, parce qu'elle était tellement compliquée. Maintenant, quand il s'agit de complot de racket, il s'agit de deux actes sous-jacents plus l'entreprise criminelle. Mais c'est ça que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Est-ce que vous croyez qu'il s'agit de corruption et d'incendie criminel? Est-ce que je crois qu'il s'agit de trafic sexuel et de travail forcé? Eh bien, tant qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que c'est une entreprise criminelle, Sean Combs peut être condamné pour ça. On n'a pas besoin d'être d'accord sur les mêmes actes sous-jacents, et c'est comme ça que ça va se passer dans cette affaire. Donc, chacun des jurés pourrait avoir deux actes sous-jacents auxquels ils croient. Ils n'ont pas tous besoin d'être unanimement d'accord sur les deux mêmes? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça signifie en ce qui concerne, par exemple, la peine? Donc, pour ce qui est de la peine, on a 5 chefs d'accusation, eux, dont 3 uniques. Pour la conspiration de racket, on parle d'un minimum de 15 ans jusqu'à la perpétuité. C'est le plus gros, non? Le trafic sexuel, parce qu'il est accusé d'avoir fait du trafic sexuel avec une personne qui n'est pas mineure, ça veut dire, un maximum de 20 ans pour chaque chef. Et le transport en vue de se livrer à la prostitution, ça, c'est lié au trafic sexuel, un chef pour Jane, un chef pour, Cassie. Et pour le trafic sexuel, il y a une alternative, c'est soit l'un, soit l'autre. On pourrait parler du transport en vue de se livrer à la prostitution concernant Cassie ou, Jane, ou encore n'importe laquelle des travailleuses du sexe accusées d'être allées à Atlanta, à New York, à Los Angeles, à New York, ou peu importe où c'était, tant qu'elles traversaient les frontières d'État. D'accord. Donc, quand le jury rendra sa décision, quelle qu'elle soit, ils vont remplir une feuille de verdict. Expliquez-nous ce qu'est une feuille de verdict et ce qu'ils vont devoir faire ici. Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de feuille de verdict définitive, comme Aaron l'a mentionné. C'est l'un des points qu'ils essaient de régler. Mais nous avons vu 2 versions proposées différentes, et la façon dont le gouvernement l'a faite, c'est probablement la plus intéressante. Elle commence par le chef d'accusation numéro 1. Pensez-vous que Sean Combs a commis, l'acte du chef d'accusation numéro 1, à savoir la conspiration de racket? Et si c'est le cas, alors ils vous guident et disent l'un quelconque des 3 de A à K. Donc, 11 variantes différentes de « Pensez-vous que c'était cet acte sous-jacent, ou cet acte sous-jacent, ou cet acte sous-jacent ?» Et le point K est très intéressant parce qu'il parle de traite sexuelle et demande spécifiquement « Croyez-vous que c'est Cassie qui a été victime de traite sexuelle ou Jane qui a été victime de traite sexuelle ?» Et puis, pour les 4 derniers chefs d'accusation, c'est juste une question simple de oui ou non. Pensez-vous que Sean Combs est, oui, coupable de traite sexuelle ou non, non coupable? Et ensuite, on passe en revue le reste. Ce sera aussi simple que ça. D'accord. Maintenant, le juge a dit qu'il attendait avant de prendre une décision concernant la demande de Combs de rejeter cette affaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc, cette requête de la règle 29 pour un acquittement intervient après que le gouvernement a présenté son dossier et que la défense fait valoir que, même en considérant les faits sous l'angle le plus favorable à l'accusation n'a pas prouvé son dossier. Et il est tout à fait normal qu'un juge réserve sa décision, car un principe fondamental du système de justice pénale est d'être jugé par un jury composé de ses pairs. Ainsi, le juge va voir si le jury atteint un seuil encore plus élevé en déclarant Combs coupable au-delà de tout doute raisonnable. Et si c'est le cas, il n'y aura aucun problème concernant cette règle 29 et il poursuivra la procédure. Il retarde simplement sa décision pour laisser le jury trancher, pas lui. Très bien. Brian Bickmire, merci d'avoir tout expliqué.
Sean Combs a plaidé non coupable à toutes les accusations portées contre lui. Il risque une peine de prison à perpétuité s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Mais la prison n'est peut-être pas la seule chose dont Diddy doit s'inquiéter si le jury ne statue pas dans sa faveur. Le gouvernement pourrait aussi essayer de saisir certains des biens de Combs. Et je suis maintenant rejoint par quelqu'un qui peut nous aider à comprendre tout cela. Steven Kessler est un avocat basé en dehors de New York. Il a donné des conférences sur la confiscation à travers tout le pays. Steve, merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que vous avez lu l'acte d'accusation contre Sean Combs. S'il est reconnu coupable, qu'est-ce qu'il risque de perdre ici? Merci de m'accueillir, Eva. Il risque de perdre beaucoup, mais je dois revenir sur ce que Brian a dit. Cela dépend de l'accusation ou des accusations pour lesquelles il est, reconnu coupable. Donc, s'il est condamné selon l'acte d'accusation, alors la confiscation se divise en deux grandes catégories. Le gouvernement peut réclamer les profits de l'activité criminelle et il peut aussi réclamer les instruments de cette activité criminelle. Donc, les profits, c'est simple, non? Typiquement, on a une situation de braquage de banque et les profits du crime, c'est l'argent liquide qui a été volé à la banque. Il ne semble pas qu'il y ait vraiment d'arguments sur les profits ici, mais il pourrait très bien y avoir des éléments que je ne maîtrise pas totalement. Mais ce qui est plus probable dans cette situation, et c'est pour ça que je pense que le RICO a été invoqué. Quand on parle de RICO, on se retrouve dans une situation où le gouvernement s'attaque aux instruments du crime. Et ici, pour prouver les instruments du crime, le gouvernement devra démontrer que certains biens ont été utilisés pour faciliter la commission du crime, et c'est quelque chose de très large à prouver. Le gouvernement peut montrer qu'il s'agissait de ces maisons, de ces avions, de ces voitures utilisées pour transporter les filles d'un État à l'autre. Tout cela, en plus des biens eux-mêmes, serait sujet à la confiscation. Et une dernière chose ici, c'est que si le gouvernement n'arrive pas à retrouver certains de ces biens, ce qui, à mon avis, ne sera pas un problème dans ce cas, mais s'il n'y parvient pas, il peut aussi obtenir un jugement de confiscation monétaire équivalent à la valeur totale de tous ces biens réunis. Je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose que Combs peut faire pour empêcher la saisie de ces biens? Qu'il n'est pas déjà fait, en ce qui concerne sa défense dans cette affaire? Oui, la confiscation fait partie de la condamnation. Donc, si et quand il y a une condamnation dans cette affaire, alors on s'occupe des questions de confiscation. Et la défense a droit à une audience. C'est comme un mini-procès. La défense a le droit de présenter des témoins, d'avoir accès à la procédure de découverte, Vous êtes devant le même juge. Mais, vous pouvez présenter votre propre dossier en ce qui concerne les biens. Steven Kessler, merci d'être venu et expliquer. Le jury va bientôt délibérer dans le procès de Sean Diddy Combs. Nos experts juridiques vont analyser les moments les plus forts et les plus faibles de ce procès à notre retour. Bienvenue à nouveau. À la veille des plaidoiries finales dans le procès pénal de Sean Diddy Combs, nous revenons sur ce qui a pu constituer les moments les plus forts et les plus faibles après plus d'un mois de témoignages. Brian Buckmere est de retour avec nous pour la défense. Bernarda Villalona analyse l'accusation. Bernarda, on va commencer avec toi parce qu'on n'arrête pas de parler de cette accusation de complot de racket, parce que je pense vraiment que c'est très confus. Aujourd'hui, les procureurs ont simplifié cette partie de l'affaire et les chefs d'accusation qui seront présentés au jury, ces actes sous-jacents, c'est un peu comme s'ils pouvaient choisir leur propre scénario. Peux-tu nous expliquer cela aussi, s'il te plaît? Oui, alors dans le cadre d'un complot de racket, il y a de nombreux actes sous-jacents. Je crois qu'on les compte et je pense qu'il y a 11 actes sous-jacents. Donc, l'accusation n'a qu'à prouver 2 de ces actes sous-jacents. Maintenant, le jury doit être d'accord sur le fait que cela a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Il n'y a pas d'autre option.
Mais ils peuvent choisir quels actes sous-jacents ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable et ils n'ont pas besoin d'être tous d'accord, donc ça peut être plus que 2. Penses-tu que simplifier les choses les rend plus faciles? Est-ce que c'était une stratégie vis-à-vis du jury? Oui, donc c'est clairement quelque chose qui se passe normalement dans chaque affaire. Je veux dire, quand j'étais procureur, moi aussi je simplifiais les chefs d'accusation et ici, quand ils parlent de simplifier les chefs d'accusation, ils se contentent de prendre les actes en disant « est-ce une tentative d'incendie criminel? Est-ce une tentative d'enlèvement ?» Ici, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a bien eu un incendie criminel. Il y a eu un enlèvement. Cela a été effectivement accompli. Je pense donc que cela aurait été répétitif et un peu déroutant d'inclure cela dans les instructions au jury, et cela aurait également pris du temps inutile au juge pour ajouter ces informations en termes d'instruction sur ce qui est tenté et ce que cela signifie de s'approcher dangereusement de l'accomplissement de l'acte, alors qu'ici, c'est comme si cela s'était produit ou cela ne s'était pas produit. Brian, quel est le moment le plus fort? Je pense que le moment le plus fort que nous voyons ici, c'est la façon dont la défense les amène à se concentrer et à cibler précisément quel est le véritable enjeu. Je pense que, pour la plupart, ils vont argumenter sur les actes sous-jacents, mais je crois qu'ils vont vraiment se concentrer sur la question de savoir s'il s'agissait d'une conspiration de racket, s'il y a eu ou non une entente réelle. Et je pense que, les arguments d'Alexandra Shapiro étaient probablement les meilleurs et les plus solides avant-goûts de ce que seraient ces arguments, dans le sens où, si cela est censé être une conspiration avec Sean Combs et son cercle rapproché, et qu'on a entendu parler à plusieurs reprises de Kaka, Christina Koron ou D-Rock, il y a eu des moments où ces personnes n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. On avait presque l'impression qu'ils faisaient partie d'entreprises complètement différentes, alors comment pourrait-il y avoir une véritable entente? Comment cela peut-il être un accord? Parce que je pense que, dans l'ensemble, Bernarda avance des arguments solides concernant l'incendie criminel, l'enlèvement et la corruption, et je pense que si on peut simplement dire, vous savez quoi? Oui, ces choses sont probablement arrivées, mais ce sont des actes criminels individuels et séparés, qui ne sont pas reliés par un seul fil conducteur. Je pense que c'est le cœur de leur argumentation, et je pense qu'ils ont là quelques arguments valables auxquels au moins une ou deux personnes s'accrochent. Donc le problème avec ça, c'est que le juge va. En fait, le procureur, avant qu'on quitte le tribunal aujourd'hui, s'est battu pour que le juge donne une instruction et dise que, toutes les personnes impliquées dans la conspiration n'ont pas besoin de connaître chaque détail de chaque crime. Donc, si c'est une instruction que le juge donne à ce jury, cela facilite la tâche du gouvernement pour soutenir qu'il y a bien eu une conspiration criminelle, qu'il y a eu un véritable accord. Elle a réplique. Ouais, je sais. Mais ils doivent vraiment savoir que l'organisation existe, et donc oui, ils ne sont pas au courant de l'incendie criminel, ne savent pas ceci, mais est-ce qu'il y a vraiment une entente entre nous pour dire qu'on trafique toutes ces femmes, qu'on cache tous les crimes pour y parvenir? C'est toujours le cœur de l'affaire. Bernarda, le moment le plus fort pour l'accusation? Je vais devoir revenir à cette vidéo de l'hôtel Intercontinental, et la raison pour laquelle j'y reviens, c'est qu'il faut qu'on soit tous brutalement honnêtes. Nous ne serions pas ici aujourd'hui si cette vidéo n'avait pas été montrée au monde entier. On ne le serait pas. Je pense qu'avec le dépôt de la plainte, oui, ça a ouvert les yeux du district sud et ils ont commencé à fouiner un peu, à faire des interviews et tout ça, mais ce n'est qu'au moment où cette vidéo est sortie que le district sud s'est dit « il faut qu'on fasse quelque chose ». Et en dehors de ça, c'était une énorme corroboration. Donc, ce n'est plus juste sa parole contre la sienne, c'est juste pour l'argent. Cela met tout dans une perspective différente. Premièrement, il y a eu des abus. Deuxièmement, il y a eu une véritable panique ce jour-là. Troisièmement, il y avait un escorte masculin présent. Quatrièmement, Sean Combs a tenté ou a effectivement soudoyé le garde de sécurité pour obtenir cette vidéo, a payé $100 000 et a montré jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait, y compris le témoignage selon lequel il est allé, par exemple, chez l'ami pour essayer de l'attraper, les multiples appels, et il y avait le côté physique. Vous avez vu les blessures sur son visage et comment Cassie ne s'est jamais défendue. Et c'est crucial, c'est une preuve très forte, parce qu'on la voit simplement encaisser les coups, et désormais, à chaque fois qu'elle a déclaré avoir été abusée ou avoir eu peur, on peut se référer à cette vidéo et dire « ça s'est produit ». Rapidement, le moment le plus faible pour chaque camp? Toi, tu veux commencer ou je le fais? Je pense que c'était d'appeler Bonnet à la barre. Je dirais pour l'accusation. Pas Jane. Eh bien, Bona était encore pire.
je pense. Bona était encore tire. Bona à la barre parce qu'elle paraissait tellement incroyable. Et je parle aussi pour l'accusation qu'elle n'était pas crédible. Et en plus, elle s'est fait prendre dans ce moment de révélation qui n'a même pas eu lieu parce que Sean Combs n'était même pas là. C'est ça. Et ça n'en valait même pas la peine. Il y a eu 2 moments où je pense que, métaphoriquement et parfois même physiquement, la défense s'est prise la tête entre les mains. Désolé. Et c'était quand la styliste a dit « Oui, j'ai connu des crimes sûrs. » Ordre de Sean Combs. Et puis encore quand la USA Commet est intervenue après que Tenny Girago ait dit « Eh bien, si Sean Combs a remboursé, l'organisation pour le voyage de ces personnes, et qu'il a dit « Eh bien, n'a-t-elle pas justement admis le transport dans le but de se livrer à la prostitution, puisque Sean Combs a effectivement payé pour ces choses ?» C'était des moments difficiles pour la défense. Très bien. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. À venir, Sean Diddy Combs n'est pas étranger aux ennuis judiciaires. Nous allons jeter un œil au parcours judiciaire du magnate de la musique. C'est tout de suite. Bienvenue à nouveau dans notre espace. Nous sommes ravis de vous revoir parmi nous et espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. C'est un plaisir de vous accueillir de nouveau. Sean Diddy Combs a attiré l'attention nationale au cours de son procès pour trafic sexuel et racket, mais le magnate de la musique n'en est pas à ses premiers démêlés judiciaires. D'une fusillade dans une boîte de nuit new-yorkaise à une bousculade mortelle, Combs a un passé judiciaire. Pour faire le point sur cela, nous accueillons Justine Tinsley, journaliste senior culture pour Anscape de SPN, de retour Brian Buckmere, contributeur juridique de BC News. Justine, commençons avec toi, bousculade mortelle en 1991 que Combs avait promu. Raconte-nous ce qui s'est passé. Alors, il s'agissait d'un match de basket caritatif qui avait été promu, comme tu l'as dit, par Combs et le regretté Evidé. C'était quelques jours après Noël, en 1991. L'événement avait été largement médiatisé dans Harlem, et des célébrités comme Run DMC ou Jodeci étaient assises au bord du terrain. Comme tu peux l'imaginer, l'événement a dépassé sa capacité d'accueil, ce qui a provoqué une bousculade et la mort de 9 personnes. La presse new-yorkaise a descendu Combs en flammes. C'était vraiment sa première confrontation avec le grand circuit médiatique new-yorkais. Et apparemment, il a même été placé sous surveillance en raison du stress causé par l'événement. Brian, quelles ont été les conséquences juridiques dans cette affaire? Il n'y a pas eu de conséquences pénales pour Sean Combs, mais il y a eu des poursuites civiles qui ont été réglées par la suite. Nous n'avons pas tous les détails concernant le montant total qu'il a finalement payé, mais on peut imaginer qu'il s'agissait d'un règlement à plusieurs millions de dollars entre les différentes personnes et les successions. Comme Justine l'a dit, 9 personnes ont été tuées. Leur succession aurait intenté des poursuites en leur nom, ainsi que toute autre personne blessée. D'accord, Justine, on parle de la fusillade à Manhattan. Celle-ci a fait beaucoup de gros titres à l'époque. Oui, donc à l'aube du nouveau millénaire, le plus grand artiste de Bad Boy Records était Shin. Et si tu te souviens de cet événement en particulier, c'était la nuit où l'entourage de Bad Boy s'est rendu au Club New York, mené par Diddy, sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez et Shin. Et je suis sûr que Brian va entrer dans les détails, mais il y a eu une dispute dans la boîte et des coups de feu ont commencé à fuser. Et au final, Shin a passé la majeure partie d'une décennie en prison. Pendant ce temps, Diddy a été acquitté de ses accusations. Et Brian, qu'est-ce Diddy? Donc Sean Combs a d'abord été inculpé pour avoir tiré avec une arme à feu dans cette boîte de nuit. Il y avait des allégations selon lesquelles, même après qu'il soit parti en voiture, avec Jennifer Lopez, une arme à feu aurait été retrouvée dans ce véhicule, donc il y avait aussi la possession d'armes. Ce sont des accusations et des chefs d'inculpation très graves. Mais au final, comme Justine l'a souligné, c'est Shin qui a été condamné pour un crime et Sean Combs a été acquitté. Mais pour boucler la boucle ici, même s'il a été acquitté de cette accusation, puisque nous parlons de son affaire fédérale, cela pourrait toujours ressortir si Sean Combs est condamné pour ce crime, même s'il en a été acquitté, et cela pourrait influencer les recommandations de peine, augmentant potentiellement, les peines minimales, auxquelles il pourrait faire face en prison. C'est intéressant. Justine, en 1999, Combs a été arrêté après avoir prétendument agressé un dirigeant de l'industrie musicale. Expliquez-nous ce qui s'est passé lors de cet incident. Il s'agit de la fameuse, de l'infamante agression contre le dirigeant musical Steve Stoute. Il était connu pour avoir travaillé avec le rappeur Nas, et Nas et Diddy ont eu un tube en 1999 qui s'appelait 8 Metro Now. Et dans le clip, ou plutôt dans le clip, Combs était cloué sur une croix à la manière de Jésus-Christ. Combs aurait changé d'avis et aurait voulu que cette scène soit retirée du clip. Stoute lui répond en gros « Non, on a déjà payé pour ça et on l'a déjà tourné ». Et apparemment, à partir de là, Diddy et 2 de ses gardes du corps ont agressé Stoute dans son bureau.
Brian, est-ce que ça a été jugé? Non. Donc, les accusations ici, relèvent de ce qu'on appelle une charge d'agression. C'est bien ça. Et ça, ce serait une infraction pénale, mais au final, Sean Combs a accepté un accord de plaidoyer pour harcèlement. Maintenant, le harcèlement est une infraction, pas un crime. Cela ne donne pas de casier judiciaire à une personne. Mais malgré tout, comme son arrestation ou son casier pourrait l'indiquer, il a d'abord été arrêté pour un crime et a obtenu un accord de plaidoyer, d'une certaine manière, et a pu plaider coupable pour une infraction moindre, à savoir la violation pour harcèlement. Très bien. Dernière question pour toi ici, Justine. Il ne semble pas que ces ennuis judiciaires aient vraiment affecté son succès. Penses-tu que cela va avoir un impact sur son héritage? C'est drôle que tu poses la question, parce qu'il y a toujours eu cette dualité ange et démon avec Combs. D'un côté, avec Combs plutôt. D'un côté, c'est le magnate de la musique qui a créé des morceaux classiques, des albums cultes. Il nous a offert des moments cultes dans la pop culture. Mais d'un autre côté, il a toujours été ce type à qui les ennuis collent à la peau, comme ce segment l'a montré. Donc, quand tu regardes ce procès, quand tu examines cette affaire, c'est pour ça que c'est si fascinant. Soit il va, pour une fois, être tenu responsable de ses actes présumés, soit, encore une fois, il va s'en sortir du bon côté du verdict. Même si son image est à jamais entachée par les détails et le déroulement de ce procès. Justine, Brian, merci d'être venus. Et merci à vous de nous avoir suivis. Nouveaux épisodes chaque jour jusqu'à ce que le jury reçoive l'affaire. 17h30. Pour encore plus d'informations sur le procès, suivez notre podcast Bad Rap, l'affaire contre Diddy, animé par notre cher Brian Bicknir. À New York, je suis Eva Pilgrim. Bonne fin de journée à vous.